Je vous remercie d'être venu ici sur cet espace. Alors, nous allons ici débattre d'une question vraiment très importante. C'est finalement quelle est la place de la relation à un moment où on doit garder des justes distances, à un moment où finalement on nous demande de garder des contacts, mais des contacts à distance. Ce n'est pas toujours facile. Ça a même été très, très difficile, surtout pour des personnes qui ont besoin d'être accompagnées pour pouvoir exprimer leurs choix et leurs désirs. Alors, nous avons ici deux personnes éminemment brillantes pour parler de cette thématique. Il faut savoir que pendant le Covid, la plupart des professionnels qui traitaient cette matière se sont retrouvés pour réfléchir et agir pour ne pas que tout ce qui touche la vie relationnelle, affective et sexuelle soit définitivement mis au placard. Et donc, je vous propose que ces deux personnes qui sont ici présentes se présentent elles-mêmes. Je vais vous donner un micro à chacun. Bonjour, donc moi je m'appelle Anne Dasnois, je suis à la fois formatrice et psychothérapeute et j'interviens aussi bien dans le champ du handicap que dans celui du secteur de la personne du grand âge, dans les maisons de repos, autour de toutes ces questions relatives à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Et nous allons vous emmener dans un voyage ici qui va nous permettre de voir comment est-ce qu'on peut continuer à donner sens à l'accompagnement autour de la vie affective et sexuelle, alors qu'on nous parle de distance. Et comme le disait Madame, la distance aujourd'hui, elle est encore importante. Et donc, comment est-ce qu'on peut se retrouver dans ce vécu en étant à la fois proche l'un de l'autre au niveau affectif, tout en restant en situation de sécurité? Merci. Alors, je m'appelle moi Alain Joret, je suis psychologue et j'ai beaucoup travaillé dans le secteur du handicap. Et depuis 10 ans, je suis aussi centré sur la question de la vie affective, relationnelle et sexuelle et des personnes en situation de handicap et petit à petit également avec des demandes du côté des maisons de repos et des personnes âgées. Je suis aussi praticien en massage et j'ai envie de vous dire d'emblée que juste avant le confinement, il y a eu une période là où les institutions ont fermé leurs portes et puis le confinement en général est arrivé quelques jours après. J'ai vu, moi, mon agenda se vider en une journée et 3 mois de travail qui étaient programmés ont disparu. Et donc, je suis vraiment resté en panne par rapport à la mise en place du Covid en disant mon métier n'existe plus. Et Anne avait vécu un peu la même difficulté. Et ça fait qu'on s'est retrouvés, on se connaissait, mais on s'est vraiment retrouvés et on a créé un lien pour se dire, et pendant cette période Covid, qu'en est-il des relations amoureuses, des relations sexuelles, des relations amicales et de la présence aux personnes qui étaient quand même pas mal isolées. Et puis, comment est-ce qu'on va faire après? Qu'est-ce qu'on va découvrir comme, je dirais, état des lieux des institutions, des maisons de repos après la crise et comment tout ça va pouvoir se relancer? On était vraiment plein de questions. Aujourd'hui, on commence à avoir moins de questions et on commence à voir à la fois des effets très négatifs de la crise et puis d'autres effets très positifs aussi. Voilà, c'est de tout ça qu'on a envie de parler avec vous. Voilà, je vous propose pour débuter de nous remettre dans l'ambiance. Il y a quelque temps, Belgique est aujourd'hui touchée. Donc 5 nouveaux Les cas citoyens sont tenus de rester chez eux. Depuis minuit, les restaurants et les cafés sont fermés. Oui, la barre des 1000 morts en Belgique, donc on l'a annoncé ce matin. Depuis plusieurs mois déjà, nous sommes entrés dans l'ère du coronavirus. Que de bouleversements dans la vie de tout un chacun, bien sûr, mais aussi et plus particulièrement dans la vie des personnes qui, pour des raisons diverses, vivent dans un lieu d'hébergement souvent collectif. Un lieu où leur capacité à vivre leur propre vie s'est révélée encore plus complexe que d'ordinaire. Voilà qui nous replonge dans cette ambiance que nous avons connue pendant, on pensait, un temps court, un temps qui a été long, un temps qui dure parfois encore aujourd'hui.
Et par rapport à ça, on se disait, d'abord, on est très heureux de vous accueillir ici aujourd'hui pour prendre le temps de parler ensemble de ce thème, de la vie affective, relationnelle et sexuelle en temps de Covid. Parce que en parler au moment du Covid, c'est aussi se dire, mais ça existe en dehors du Covid aussi. Mais voilà, c'est là, à cet endroit-là qu'on s'est retrouvés vraiment confrontés à quelle place pour la vie affective, relationnelle, sexuelle, parce qu'on s'est rendu compte que la santé sanitaire était tellement importante, tellement prégnante, elle était essentielle pour la survie de tous, que la santé sexuelle a quasiment disparu de nos horizons, de nos esprits. Il n'y avait plus de place pour ça. Dans les priorités, il n'y avait plus de place pour la santé sexuelle. Et notre idée était vraiment d'essayer de se dire, mais comment est-ce qu'on peut continuer à lui donner de la place, continuer à la faire vivre? Alors peut-être que ce mot de santé sexuelle vous étonne. Qu'est-ce que ça a à voir, la sexualité et la santé? Pourquoi est-ce qu'on parle de santé sexuelle? Il faut savoir que l'Organisation mondiale de la santé définit d'abord la santé dans une dimension très large qui touche à la fois notre épanouissement physique, le fait de ne pas être atteint de maladie, mais également tout l'épanouissement psychologique, relationnel, social. Et que tout ça, ce sont une série de composantes de la santé. Et puis, dans la même démarche, la sexualité, qui est un mode de relation à l'autre, qui est fondamental dans notre être humain, hein, qui est à la base d'abord de notre existence, puisque c'est ce que je dis chaque fois quand je rencontre un groupe, s'il n'y avait pas d'acte sexuel, je ne serais pas là, et vous non plus. Hein, donc on est vraiment sur quelque chose d'à la fois très fondamental et en même temps très tabou. Ben, l'Organisation mondiale de la santé a également défini la santé sexuelle, et ce qui est très intéressant dans cette définition, c'est qu'elle y a introduit la notion de plaisir. Hein, jusque-là, nos sociétés pensaient la sexualité essentiellement dans une fonction de reproduction. Et donc, tout ce qui était bon au niveau sexuel, c'était ce qui permettait de faire des enfants. Et depuis cette nouvelle définition, la sexualité, c'est un facteur d'épanouissement, de bien-être, de plaisir, de relation à l'autre. Et ça fait partie de notre santé. Et donc, moi, c'est une des premières choses qui m'a fait réagir face au Covid. C'est vrai qu'il y avait cette urgence sanitaire qui était présente. Il fallait absolument faire face à quelque chose que personne ne connaissait vraiment, où il fallait trouver des solutions, où il fallait éviter la mort de plein d'êtres humains. Donc c'était vraiment une urgence et c'était vraiment fondamental. Mais ça a un peu effacé toutes les autres dimensions de la santé qui ont été mises au second plan. Et voilà, moi, il me semblait intéressant de se dire assez vite, oui, mais comment va-t-on à la fois vivre avec le Covid, avancer dans cette lutte contre la crise sanitaire, mais aussi reprendre en compte l'ensemble des dimensions de la santé, dont la santé sociale et la santé sexuelle. Alors, on a vu vraiment un des premiers moteurs, et plutôt que moteur, je devrais dire frein, qui est intervenu, c'est la peur. Nous avons tous connu la peur en début de crise. Et quand on voit le début du film qui a été fait, qui vous a été projeté ici, qui a été réalisé par l'association Horizon 2000 de Charleroi et qui vraiment s'occupe de l'intégration, de l'inclusion des personnes en situation de handicap, on s'est dit, mais ce début de film, il concerne tous les secteurs. Il concerne aussi bien le secteur du handicap, il concerne le secteur de la personne âgée et des maisons de repos, il concerne aussi le secteur des personnes touchées par la souffrance psychique. Chacun a été concerné par cette peur. Qu'est-ce qui s'est passé quand tout était refermé? Le point commun entre toutes les personnes dont je vous parle, c'est que chacune dépend de quelqu'un d'autre. Quand on est en situation de handicap, on dépend d'un tiers. Alors, bien souvent, ce sont les parents qui sont là. Et au niveau de la sexualité, ce qu'on constate encore souvent, c'est que des parents nous disent « Mais mon fils ou ma fille n'a pas besoin de ça. Avec quoi vous venez? La sexualité, il n'en a pas besoin. » Dans cette dimension qu'Alain vient d'évoquer de la santé sexuelle, on n'y pense pas pour la personne en situation de handicap. Spontanément, c'est quelque chose qui reste sur le côté. Et puis, quand on arrive au secteur de la personne âgée, et je sais qu'il y a des représentants ici, puisqu'on a fait le tour un petit peu des personnes qui sont là,
souvent, ce ne sont plus les parents qui interviennent, bien sûr, ce sont des personnes en situation de grand âge, mais ce sont les enfants qui viennent nous dire avec quoi vous venez, papa ou maman, il n'a plus besoin de ça. Et donc, le point commun, c'est que souvent, il y a un tiers par rapport à vous et moi qui menez votre vie affective, relationnelle et sexuelle selon vos propres choix, avec vos propres élans, vos propres peurs, vos propres limites, vos envies, vos désirs. Une personne en situation de handicap, une personne en situation de souffrance psychique, une personne en situation de grand âge se retrouve souvent dépendante de quelqu'un d'autre qui va influencer sur la manière dont elle va vivre sa vie affective, relationnelle, voire sexuelle. Et au moment du Covid, quand la peur était là et qu'on était tous dans la peur, ces personnes qu'on est habitué à protéger déjà au quotidien, on s'est retrouvé à vouloir les protéger encore plus. Il fallait absolument tenir pour elles, tenir avec elles, et ça entraînait un refermement de leur réseau social, de la possibilité d'entrer en lien et donc de rester dans une dynamique de vie. Ça me donne envie aussi de réagir sur la question du tabou, quand tu parlais de la réaction d'un côté des parents et de l'autre côté des enfants, de ces personnes qui sont ou qui deviennent dépendantes. Et c'est très intéressant parce que le tabou au départ dans la société, c'est une solution à la peur de la violence. On interdit un certain nombre de choses dans les sociétés parce que sinon on va s'entretuer. Et donc la question évidemment de la sexualité est fondamentale puisqu'on sait à quel point les relations entre les humains peuvent être tissées de jalousie et de conflits et de choses comme ça. Forcément, tout ce qui touche à la sexualité, tout ce qui libère la sexualité, ben, ça met un peu en danger la société. Et donc, je crois que c'est pour ça aussi que cette morale, ce principe de la sexualité uniquement centré sur la procréation, et la procréation, dans une époque aussi, il fallait être sûr d'identifier le père, et on n'avait pas de test ADN pour le faire, donc il fallait d'autres solutions. C'est ça qui a verrouillé beaucoup la sexualité. Et c'est ce qui fait encore qu'aujourd'hui, ben, une personne en situation de handicap, à première vue, on a tendance à penser que son avenir n'est pas d'être parent, n'est pas d'avoir des enfants, et donc la sexualité devient inutile dans cette façon de voir la sexualité. Et même chose, les personnes âgées ne sont plus des procréateurs en puissance, et donc cette sexualité, ils n'en ont plus besoin non plus. Alors, il y a eu évidemment toute une évolution de la société qui fait qu'aujourd'hui, on considère la sexualité comme une dimension indispensable à la vie humaine, quel que soit le mode de vie humaine à laquelle on a accès, et quel que soit l'âge également. Mais effectivement, s'imaginer que papa ou maman a besoin encore d'une sexualité alors qu'on a un peu idéalisé le couple des parents dans lequel on a toujours cru, ça c'était il y a 50, 60 ans, ben, forcément que c'est compliqué. Aujourd'hui, le fait que les couples durent moins longtemps et qu'il y ait eu énormément de séparations et que c'est devenu normal d'être un enfant de parents séparés, ben, fatalement, on voit les choses un peu autrement. Mais donc, je crois que c'est vraiment intéressant de ne pas oublier d'où on vient, de la signification qu'avait la sexualité et de celle qu'elle doit avoir aujourd'hui. Toujours dans ce lien à la sexualité, la dimension de la peur, on a eu aussi les familles, le proche, l'amoureux. C'est celui auprès duquel, en général, on va retrouver sa sécurité quand on est dans une situation d'angoisse. L'angoisse, c'est quand on ne sait pas bien, il y a quelque chose qui est là, qui nous fait peur, mais on ne sait pas bien l'identifier. Et le virus, ça a vraiment été ça. On ne savait pas bien où il était au départ, mais il régnait. Et on savait qu'il était très dangereux. Et quand on a peur de quelque chose, on aimerait bien pouvoir être près de ceux qu'on aime, près de ceux qui comptent pour nous, pour pouvoir retrouver de la sécurité. Et qu'est-ce qui s'est passé dans notre histoire par rapport au virus? C'est qu'on soit personne âgée ou qu'on soit personne en situation de handicap, on a par la force des choses été privé du lien avec ceux qu'on aime. Que ce soit les personnes âgées qui ont été coupées du jour au lendemain du lien avec leur famille, avec leurs enfants, avec leurs petits-enfants.
parfois au sein même du couple de personnes âgées, quand monsieur vit en maison de repos et madame n'y vit pas, ou l'inverse, les deux se sont retrouvés séparés, sans plus la possibilité de se voir. Et puis du côté des personnes en situation de handicap, on a vu la même chose. Des personnes qui vivent en hébergement et qui du jour au lendemain n'ont plus pu avoir de contact avec leurs parents, avec leurs frères, avec leurs sœurs, qui sont souvent les points de repère. Et à ce moment-là, on leur disait « Non, ils ne peuvent pas entrer, ils deviennent vecteurs de risque. Si ton papa, si ta maman arrive, ils risquent de te contaminer et tu risques d'en mourir. » C'était ce discours-là qui était perçu, il n'était pas tenu comme tel. Je tiens à être vigilante par rapport à ça. Le discours n'était pas tenu comme tel, mais l'ambiance, l'environnement faisait que c'est comme ça qu'il était perçu. Donc celui que j'aime devient facteur de risque pour moi. Et donc aujourd'hui, notre travail, c'est de reconstruire le lien et la confiance. Ce qu'on a vu aussi, et qui était extrêmement dur, c'est que les personnes qui étaient proches ont vu leur couple éclater. C'est quoi le couple ? Qu'est-ce qui fait couple ? Et on voit quand on est en situation de handicap, souvent ce qui fait couple, c'est qu'on nous voit ensemble. C'est le regard que les personnes vont poser sur notre couple qui va faire qu'on se sent couple. Mais à partir du moment où nous ne sommes plus ensemble au quotidien, où nous ne pouvons plus nous voir, il y a des personnes en couple qui sont restées plus d'1 an sans pouvoir se toucher parce qu'ils n'habitaient pas le même foyer, pas la même maison, et que la peur était tellement importante qu'on a interdit à ces personnes de se rencontrer. Alors oui, on pouvait se voir éventuellement par WhatsApp, FaceTime et tous les autres systèmes d'écran interposés, mais ça ne donne pas cette visibilité de couple au niveau de la société et surtout, ça nous prive du toucher. Oui, et d'autant plus qu'il peut y avoir cette perte de capacité au niveau intellectuel qui va faire qu'à la fois, comment percevoir la réalité de quelqu'un que je ne vois que sur un écran et qui n'est pas là en chair et en os, et comment aussi me projeter dans le temps, alors que parfois, moi, j'ai juste conscience d'aujourd'hui et qu'il faut déjà beaucoup de travail pour que je puisse me faire un agenda de 3 jours pour savoir que je vais avoir telle activité demain ou après-demain. Hein, et je pense là autant aux personnes désorientées dans les maisons de repos qu'aux personnes handicapées. Donc voilà, c'est aussi... il y a vraiment manqué cette réalité. Et moi, j'ai été fort touché par ça, par le contraste. Parce que j'ai un fils qui a 22 ans aujourd'hui, et lui, très vite, dans le Covid, je ne sais plus quel sportif a un peu fait scandale au début du Covid en disant oh, il a été voir sa copine, il ne pouvait pas, il ne vit pas avec elle, il ne pouvait pas aller. Et puis, on a très vite appris que les amoureux pouvaient se retrouver même s'ils ne vivaient pas ensemble et qu'il y avait tout un débat sur si on est de deux côtés de la frontière, qu'est-ce qu'on va faire. Enfin voilà, on en parlait beaucoup. Mais pendant ce temps-là, les personnes en situation de handicap et les personnes âgées, elles étaient dans quelque chose de tellement cloisonné qu'on n'en parlait même pas. Et mon fils, il allait avec sa copine de chez la famille de sa copine à chez sa maman et à chez moi. Et les personnes en situation de handicap, elles attendaient seules de savoir quand elles pourraient revoir quelqu'un. Et on se rendait vraiment compte de l'importance de la règle. Quelle est la règle ? À quoi est-ce qu'on doit s'accrocher ? On a attendu parfois longtemps d'avoir les règles et les règles nous arrivaient, étaient prises quelque part, parfois dans des sphères qui nous paraissaient très lointaines, tellement loin de notre réalité de terrain. Il fallait le temps que la règle soit pensée, qu'elle évolue, qu'elle arrive jusque chez nous. Et au moment où elle arrivait chez nous sur le terrain, elle ne faisait plus nécessairement sens parce qu'entre-temps, la réalité avait bougé. Et donc, on avait ce décalage permanent qui fait que ça entraînait une perte de repères, tant chez les soignants que chez les personnes accompagnées. Ils sont où les repères ? Le Covid est venu nous priver de nos repères à un moment donné. Comment est-ce qu'on peut fonctionner ? Et on se rend compte de l'importance du coup d'avoir des repères stables, mais pas uniquement les repères qui viennent de l'extérieur, aussi nos repères internes au sein de nos institutions, au sein de nos maisons de repos, au sein de nos centres d'hébergement qui accueillent des personnes en situation de handicap. Où sont nos repères ? Ça interroge du coup le sens de la règle. Comment est-ce qu'on construit les choses ?
Et c'est vraiment une piste que nous appelons à développer suite à cette pandémie que nous avons vécue. C'est quel est notre rapport à la règle en tant qu'équipe soignante, en tant qu'équipe éducative, et comment est-ce que nous accompagnons les personnes au quotidien pour qu'elles soient actrices et parties prenantes dans l'élaboration des règles qui soutiennent notre vivre ensemble. Parce que notre rapport à la règle, c'est aussi notre rapport à l'autonomie. Et donc, c'est une question, moi, que je travaille quotidiennement, et toi aussi, dans les institutions, c'est comment est-ce qu'on soutient, qu'on accompagne l'autonomie de nos bénéficiaires, tout en assurant leur sécurité. Comment est-ce qu'on va oser leur laisser prendre des risques, tout en assurant la qualité de l'accueil et la sécurité. Et plus on a des responsabilités dans une institution, plus ça peut être un poids très lourd de pouvoir faire l'équilibre entre les risques qu'on va oser prendre, oser laisser prendre par nos bénéficiaires, et la manière dont on va assurer notre accompagnement pour qu'il soit sécurisant. Voilà, je pense que ça, c'est vraiment aussi, et ça a été dans la crise du Covid d'autant plus fort que toutes les personnes dont nous nous occupons ont été immédiatement identifiées comme des personnes à risque, quel que soit leur type de handicap, quelle que soit leur qualité de santé en tant que personne âgée. Voilà, la définition était personne à risque, et donc il y avait d'autant plus de mesures de précaution à prendre. Moi, ça m'a touché personnellement parce que j'avais 64 ans. Et on disait personne à risque à partir de 65 ans, tout au début du Covid. Et je me suis vraiment dit, oulala, je suis là sur le fil, si je mets un pied dans 2 mois, je serai en danger. Bon, après, j'ai compris que ce n'était pas aussi catégorique que ça, et que je pouvais, moi, me positionner par rapport à la manière dont je me sentais ou pas à risque, et dans la manière où moi, j'avais envie d'être prudent et dans la relation. Mais voilà, c'est quelque chose, effectivement. Et je n'aurais pas voulu, durant cette période, être responsable d'une institution, parce que je pense que ça a été extrêmement difficile à gérer et à porter du côté des responsables pour faire les meilleurs choix possibles, avec toutes les règles qu'il fallait appliquer, qu'on pouvait appliquer, qu'on ne devait plus forcément appliquer, mais qu'on pouvait peut-être encore appliquer. Voilà, et on se rend compte encore qu'aujourd'hui, même si on a dit aux institutions reprenez une vie normale, la vie normale, elle n'est pas encore là. Elle est là de façon très différente d'une institution à l'autre, avec encore des précautions importantes d'un côté et de l'autre. Et puis on sait aussi qu'il y a toujours cette menace de quarantaine si on identifie des cas. Donc voilà, je me souviens d'une institution où ils avaient dit ça y est, on a gagné, on fait la fête, on se retrouve tous dans le réfectoire et on va faire un repas tous ensemble, on peut le refaire. Et le lendemain, il y avait 3 cas identifiés et les personnes retournaient manger dans leur chambre. Et ça a été extrêmement difficile parce que eux, ils avaient intégré, ça y est, c'est fini. Et puis non, c'était quand même pas fini. Et donc voilà, c'était très insécurisant. Et ce que tu évoques, c'est notamment la question du choix qui a dû être fait à certains moments, les choix qui ont dû être posés par les directions, par les équipes éducatives, mais je pense aussi au choix des personnes accompagnées. Quand on parle de vie affective, relationnelle, sexuelle, la question du choix, elle est vraiment au cœur de la vie de chaque jour. Comment est-ce que, quand je vis une situation de handicap, je peux faire des choix en ce qui concerne ma propre existence? Ça commence depuis que l'enfant est tout petit. On lui fait ses tartines. On choisit pour lui ce qu'on met sur la tartine. Mais un enfant qui n'a pas de handicap, très rapidement, il grandit et il dit « mais moi je veux plutôt le choco ou je veux plutôt la confiture ». Quand il y a une situation de handicap, bien souvent, on continue à choisir pour lui tout au long de sa vie. On fait des choix et il désapprend ou il n'apprend pas à choisir. Et on constate dans le secteur de la personne âgée que bien souvent, les personnes ne se retrouvent plus en situation de choix. Parce que là aussi, la vie en collectivité, l'impact des tiers qui entourent font que souvent on choisit pour la personne avec souvent beaucoup d'amour, avec beaucoup de tendresse. On imagine ce qui est le meilleur pour eux. Parce qu'en tant qu'enfant, j'ai envie que mon père, que ma mère ait le meilleur et je le fais à partir de ma représentation.
mais qui n'est pas nécessairement son expression, son choix. Et donc, c'est toujours l'idée de comment on va accompagner le choix. Et ce qu'on a vu dans le cadre de la pandémie, c'est que monsieur, madame, tout le monde pouvait, dans une mesure beaucoup plus restreinte, mais continuer à effectuer des choix. Et notamment par rapport aux règles, on a vu que certaines personnes choisissaient de ne pas respecter les règles, ce qui mettait éventuellement d'autres en danger, ce qui posait de grosses questions. Mais ils avaient cette possibilité. Et dans nos centres d'hébergement, dans nos maisons de repos, il n'y avait pas cette possibilité. La règle était imposée et les personnes se sont retrouvées dans une situation de non-choix. Et dans le post-Covid où nous entrons, nous l'espérons vraiment de tout cœur maintenant, il nous semble tellement important de revenir sur cette notion de choix à réhabiliter pour que les personnes se retrouvent à nouveau en situation de choix et puissent décider elles-mêmes ce qui est bon pour elles et pas uniquement se retrouver dans une position de soumission au choix d'autres personnes. D'autant plus important pour les personnes en situation de handicap, tout comme pour les personnes âgées, parce que ça vient soutenir, le choix vient soutenir l'affirmation de soi. Et l'affirmation de soi, elle est essentielle au niveau de la prévention des abus. Tu peux peut-être nous emmener un petit peu là-bas, Alain. Oui, enfin, et je pensais aussi que c'est le choix qui donne du sens à la vie. Tout à fait. Et quand la vie n'a pas de sens, ben, on déprime et on se laisse mourir. Voilà. Et donc, ça m'a frappé, moi, d'entendre quand même pas mal d'endroits, notamment une assistante sociale de maison de repos qui me disait on a eu surtout alors des syndromes de glissement, hein, c'est-à-dire des personnes qui, âgées, sont décédées parce qu'elles se laissaient mourir, parce que l'enfermement du Covid leur retirait le sens de la vie. Hein. Et donc, parfois, en voulant protéger la vie et en voulant prolonger la vie, ben, on la raccourcit. Et d'autres qui disaient, moi je préfère prendre le risque de la mort mais voir ma famille que de continuer à vivre dans l'isolement. Donc voilà, je pense que, voilà, mais là-dessus je n'ai pas embrayé sur la question des abus. Voilà, je pourrais essayer de raccrocher. Donc effectivement, c'est aussi une question fondamentale dans les différents types d'institutions et j'ai reçu des questions tant du côté des personnes handicapées que des personnes vieillissantes. Comment gérer, comment faire face à toute une série de comportements qui paraissent abusifs ou qui le sont vraiment. Hein, j'ai entendu aussi souvent de jeunes femmes travailleuses dans ces secteurs-là, parce qu'il y a beaucoup de jeunes femmes dans le personnel de ces institutions et qui se font harceler d'une manière ou d'une autre par des personnes handicapées ou par des personnes âgées. Voilà. Et donc, effectivement, là, tout un travail à faire pour à la fois considérer les attitudes abusives comme des appels à l'aide, comme des messages. Ça ne veut pas dire qu'il faut les autoriser, ça veut dire qu'il faut trouver une manière d'apporter une réponse aux gens pour qu'ils n'aient plus besoin de ces comportements-là pour exprimer leur sexualité et leurs besoins de sexualité. Et donc là, je pense qu'il y a vraiment tout un travail de réflexion à faire et toute une série de mises en place de solutions. Au niveau de ce que j'accompagne moi, nous avons, il y a quelques années, lancé le projet Aditi WB. Hein, donc, c'est ADITI WB. Le Aditi sans WB, ce sont les néerlandophones de notre pays, ce sont des grands amis à nous. Et nous avons le WB, si vous voulez nous contacter. Voilà, qui organise et qui propose des réponses concrètes aux demandes de sexualité des personnes en situation de handicap, des personnes vieillissantes et des personnes qui souffrent de troubles de santé mentale. Voilà. Et donc, nous avons notamment mis en place l'accompagnement sexuel. Vous en avez peut-être déjà entendu parler aussi sous le terme d'assistance sexuelle, parce que c'est ainsi qu'on l'appelle dans les autres pays francophones, et qui est vraiment de permettre à des personnes dépendantes qui n'arrivent pas à avoir un accès à la sexualité parce que leur dépendance les empêche de vivre une sexualité avec un partenaire qui serait consentant et qui serait voilà, éventuellement dans une relation amoureuse avec eux, de pouvoir avoir une réponse à leurs besoins de sexualité.
par des personnes qui, par ailleurs, sont tout à fait consentantes et tout à fait motivées et bienveillantes pour apporter cette réponse aux personnes en situation de handicap et aux personnes vieillissantes. Voilà. Et donc ça, c'est un projet qui a maintenant une dizaine d'années, qui est soutenu par la VIC. Nous sommes subsidiés par la VIC pour faire avancer cette question-là, qui est soutenue également à Bruxelles. Voilà, c'est une autre forme de réponse à la question du choix. Quand je n'ai pas la possibilité de vivre une relation sexuelle ou de découvrir ma sexualité ou de me faire aider dans ma sexualité, hein, parce que l'accompagnement sexuel, par exemple, c'est aussi permettre à des personnes qui n'ont pas de mobilité physique de vivre une relation sexuelle à deux. Il faut un tiers, il faut un troisième qui les aide physiquement à ce moment-là. Je vois ici toute une classe d'aides-soignantes devant moi. Je pense que la plupart d'entre vous diront non, non, ça, c'est pas mon travail. Donc, il faut quelqu'un d'autre qui soit OK pour le faire. Voilà. Et ce qu'on a vu vraiment dans le cadre de la pandémie, c'est comme toutes les portes de nos institutions étaient refermées, notamment cette dimension de l'accompagnement sexuel a dû s'arrêter du jour au lendemain. Et on a des personnes qui se sont retrouvées, du coup, dans une extrême solitude. Cette solitude qui était là et qui a entraîné, dans certains cas, des comportements déviants. Et donc, ce qui est vraiment important, c'est de pouvoir se dire, mais ce n'est pas la personne qui a tort, entre guillemets, on n'est pas là pour voir si elle a tort ou si elle a raison. Elle exprime juste sa solitude et sa souffrance. Et comment est-ce que nous pouvons accompagner avec toujours plus de bienveillance les personnes dans leur chemin de construction, à la rencontre d'eux-mêmes. Et ça se fait parfois par la rencontre avec un tiers qui est l'accompagnant sexuel, qui va pouvoir amener la tendresse, la bienveillance dans une relation de corps à corps et de cœur à cœur. Tout à fait. Cœur à cœur, qui n'est pas du cœur amoureux, mais qui est du cœur généreux, je dirais, d'un professionnalisme très généreux. On n'est pas du tout dans le cadre d'une relation amoureuse et ça se discute et ça se met clairement au point autant avec la personne qui demande qu'avec la personne qui offre. Mais on est vraiment dans une réponse bienveillante aux besoins de la sexualité. Je pense à cette deuxième vidéo qui existe aussi sur le site d'Horizon 2000, allez éventuellement la chercher, et où un monsieur IMC slame son histoire par rapport au Covid. Alors, je n'ai pas ses paroles exactes, mais en disant, nous, voilà, tout s'est arrêté, c'est fini, mon assistante sexuelle, elle ne vient plus, j'ai plus aucun accès à la sexualité, alors que vous, les valides, vous avez trouvé vos solutions, vous savez vous débrouiller au niveau de votre sexualité, éventuellement vous tournez un peu les règles, mais vous avez la possibilité, moi pas du tout. Et ça nous amène vraiment à la question de l'intimité en institution, l'intimité en maison de repos. Quand je suis une personne âgée, je peux m'imaginer, moi, d'ici 20, 30, 40 ans, 50, on ne sait jamais, on peut rêver, quelle sera ma place? Est-ce que je vivrai, moi, dans une maison de repos avec des accompagnants qui seront là, qui seront bienveillants par rapport à moi, à mon intimité? Comment est-ce que je vais être respectée dans mon cœur, dans mon intégrité physique de femme vieillissante qui peut encore avoir des désirs de corps, des désirs de cœur? Qu'est-ce qui va se passer à l'occasion si je suis dans ma chambre en toute intimité, que je me fais juste plaisir d'une manière ou d'une autre, que je touche mon corps et que quelqu'un entre à ce moment? Comment est-ce que je vais le vivre? Pendant la période du Covid, les personnes se sont retrouvées dans un grand isolement et on a vu les comportements de masturbation notamment se développer beaucoup parce qu'il n'y avait plus ce lien à l'autre et qu'on avait besoin de sentir son corps encore vivant alors que tout se refermait autour de nous. Comment, en tant que soignant, quand j'entre dans une chambre, parfois en ayant oublié de frapper avant d'entrer, parfois tellement pressée que je n'ai pas pris le temps d'entendre si la personne me disait « Oui, oui, entrez, vous êtes la bienvenue », j'entre en tant que soignant et je suis témoin d'une situation de masturbation. Acte de vie, acte tellement normal, et pourtant qui met tellement mal à l'aise les soignants qui entrent. Et je vois les étudiants qui sont là devant moi qui disent « Ah ben oui, c'est pas évident, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ?» Mais excusez-moi monsieur, excusez-moi madame, je repasse tout à l'heure.
et je referme la porte. Mais ce n'est pas toujours évident quand on a la montre qui est là, qu'on sait qu'il y a encore autant de toilettes à faire ce matin, etc. Quelle place pour l'intimité de chacun, notamment, je pense à ces moments-là, mais je pense à l'intimité des toilettes, je pense à l'intimité des soins. Nous avons eu des récits dramatiques de certaines personnes qui ont vu leur intimité effractée pendant cette période du Covid. Et on repensait notamment, en préparant notre intervention, à ce monsieur qui a pu sortir à un moment donné, vous savez, quand les mesures se sont allégées, il a pu aller dire bonjour à son frère avec un taxi adapté qui est venu le chercher. Il a pu partir, donc un monsieur qui est en chaise roulante. Il s'est retrouvé, il a pu aller passer la journée chez son frère et puis il est revenu. Et après ça, il y avait une semaine de quarantaine. Il le savait avant de partir. Ce qu'on ne lui avait pas dit, c'est que la quarantaine, ce serait qu'il serait couché dans son lit, puisqu'il est en chaise roulante, il n'a aucune possibilité de se lever seul. Il a besoin qu'un tiers vienne le sortir de son lit pour l'installer dans sa chaise. Il est resté une semaine au lit, avec des couches de protection et plus la possibilité d'aller aux toilettes. C'est une réalité. Ça s'est passé. Ça s'est passé parce qu'on était dans un système où, nourri par la peur, nourri par nos inquiétudes, nourri par notre lassitude, nourri par notre épuisement, nous n'avons pas pu, en tant que soignants, continuer à donner à chaque personne les soins dont ils ont besoin. Et comme je comprends en même temps la lassitude des soignants, il y a une équipe que j'ai accompagnée. Il y avait sur un petit groupe de 12 personnes, 8 personnes qui ont été hospitalisées, des personnes en situation de handicap, handicap majeur, qui ont été hospitalisées aux soins intensifs. On a préparé avec cette équipe le fait que les personnes risquaient de mourir. Et elles allaient mourir seules, sans nous, sans personne de ceux qui les accompagnent au quotidien, puisqu'on était dans ce contexte-là. Il se fait que dans cette équipe-là, avec ces personnes-là, il y a quelque chose qui s'est passé qui a fait que ces personnes soignées aux soins intensifs ont pu toutes revenir les unes après les autres. C'était dur pour l'équipe parce qu'ils ont énormément souffert de leur impuissance et en même temps, ils se sont préparés à la mort. Et puis, les personnes sont revenues dans une dynamique de vie en disant « on est là, on veut vivre et on veut du lien ». Et si on ne pouvait pas encore remettre du lien, il y avait toujours la peur qui était là. Et donc voilà, c'est tous ces contrastes qu'on a vécus vraiment au quotidien. La lassitude, l'épuisement, ils sont encore là aujourd'hui dans les équipes. Nous en sommes témoins. J'imagine que vous qui êtes là êtes aussi témoins de cette fatigue qui est bien présente dans les équipes, quel que soit le secteur, que ce soit en maison de repos, que ce soit dans le secteur du handicap. La fatigue est là. Et pourtant, l'appel de la vie est là aussi. Et donc, on s'est dit, notre boulot, il est loin d'être fini. Et on s'est dit aussi, la première chose à proposer dans cette période où pas à pas on sort de la crise, c'est d'être à l'écoute des équipes et de voir effectivement, d'écouter cette lassitude et de voir comment soutenir une remise en route de toute une série de projets, de toute une série d'actes d'autonomie qui se sont perdus. Mais alors aussi, moi j'ai envie de souligner, et on avait tous les deux envie de souligner aussi, que cette période du Covid, elle a parfois ramené aussi les institutions à l'essentiel. Elle a aussi permis de vivre en vase clos d'une certaine manière, où les groupes de personnes ne pouvaient plus sortir, restaient entre elles. Il y a même eu des endroits où le personnel a vécu 24 heures sur 24 pour ne pas ramener le microbe de l'extérieur. Et en tout cas, la plupart ont dit, mais on a fait des périodes de travail plus longues, on s'est vraiment adapté pour un maximum de sécurité, ce qui a amené toute une série d'équipes à vivre une relation beaucoup plus proche avec leurs résidents, où on a retrouvé, puisqu'on respectait les règles sanitaires, où on a retrouvé le temps de se toucher, de se prendre dans les bras, de se parler, de faire la fête entre nous, enfin des tas de choses comme ça qui ont été très positives. Et là aussi, je crois que ce qui va être important, c'est de garder cette qualité de vie qu'on a découvert au travers de la crise à certains endroits et de continuer à la cultiver.
J'ai été frappé en termes de vie affective et sexuelle. Une institution pour personnes déficientes intellectuelles m'a dit on ne pouvait plus organiser de camp de vacances, on ne pouvait plus partir avec le groupe parce que remettre tout le groupe dans un lieu de vie plus commun que notre manière de vivre, on ne pouvait pas. Alors on en a profité pour faire un week-end pour couple. Et on est parti avec très peu de résidents, mais chacun avait sa chambre, sa vie de couple, et on les a accompagnés là-dedans. Donc voilà, c'est des belles choses, et je crois qu'il ne faut pas regarder les choses en noir, qu'il faut voir aussi le positif et le garder. Alors, on avait aussi envie de vous donner la parole et de voir si parmi vous, il y a des personnes qui souhaitent témoigner de quelque chose qu'ils ont vécu en lien avec ce thème de la vie affective, relationnelle, sexuelle et de la pandémie de ce coronavirus qui nous a envahis. Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez dire, que vous voudriez partager, que vous auriez des questions que vous auriez auxquelles nous pourrions éventuellement répondre, Alain et moi? Ou des demandes. Allez-y. Nous, on est une maison de repos et de soins. Et ce qu'on a vécu, c'est que les résidents ne voyaient plus leur famille, mais alors ils se sont rapprochés entre eux, très fort. Et on a eu plusieurs couples qui se sont formés pendant la pandémie. Et donc, c'était... Bon, on a respecté ça parce que, bon, au niveau des mesures, les gens, ils n'ont jamais été vraiment cloîtrés dans leur chambre 24 heures sur 24. Mais je pense que vers 4-5 heures du soir, quand il y avait moins de personnel, les gens sortaient de leur chambre. Et on a eu plusieurs couples comme ça qui se sont formés. Et quelque part, on trouvait ça chouette puisqu'ils n'avaient plus de relation avec leur famille. Eh bien, ils se sont rapprochés entre eux et je trouvais que c'était assez positif. J'ai eu les mêmes situations et où les gens expliquaient aussi qu'ils étaient moins sur le regard de la famille et que ça leur donnait plus de liberté pour oser se vivre en couple. Tout à fait. Par contre, le souci qu'on a eu, c'est pour gérer cette intimité où les personnes âgées n'étaient pas très collaborantes. Et donc, pour ne pas mettre mal à l'aise les soignants, où on entre dans la chambre et on se retrouve face à une scène qu'on n'a pas envie de voir, on proposait des solutions aux personnes âgées, mais elles s'en foutaient. Hein. Et donc, ça, c'était un peu compliqué à se dire, nous devons respecter leur vie sexuelle et on est d'accord, mais eux devaient quand même aussi respecter les soignants, à préserver une intimité. Et donc, on essayait les petites pancartes, ne pas déranger, mais j'étais trop amoureuse, elle s'en foutait. Tout à fait. Mais ça fait penser que je suis en train, moi, de lancer une collaboration avec Respect Senior Brabant Wallon, où on va justement aller à l'écoute de professionnels du secteur sur les questions qu'ils se posent par rapport à ça, et puis imaginer aussi des temps de formation, voire des temps de groupe de parole avec des résidents, pour aborder toutes ces questions-là. Parce qu'en général, quand ça se passe mal, c'est parce qu'on n'en a pas parlé, c'est parce qu'on n'a pas anticipé, c'est parce que dans une équipe, on ne s'est pas mis d'accord et qu'on a donc éventuellement des réactions différentes les uns et les autres face à nos propres valeurs par rapport à la vie sexuelle et qu'on n'a pas travaillé le fait que tous ensemble, on respecte la vie sexuelle de nos bénéficiaires. Et même chose au niveau des personnes, et dans le secteur du handicap, c'est flagrant. La méconnaissance des règles de la vie sexuelle, la méconnaissance de la sexualité chez toute une série de personnes handicapées amène à des tas d'attitudes problématiques. Et donc, une des solutions, c'est de leur apprendre, c'est d'en parler. Alors, en maison de repos, je pense qu'on a plus souvent besoin de leur apprendre. Ils ont eu le temps d'apprendre ça durant toute leur vie. Mais peut-être de travailler ensemble les règles de vie communes avec le personnel. Je pense que ça peut être une piste par rapport à ça. Il y a aussi toutes les pertes de repères, où on est bien au clair que parfois en vieillissant, mais il y a certains troubles qui arrivent qui font qu'on perd un peu les repères et certaines personnes retrouvent une spontanéité qu'elles avaient parfois perdue en se conformant, parce que c'est vrai que comme adulte dans la société, on apprend à se conformer aux règles et à ce qui se fait et à ce qui ne se fait pas. Et alors moi j'interroge toujours aussi, et c'est une question qui est délicate, mais dans quelle mesure est-ce que je peux fermer ma porte de l'intérieur?
Vous évoquez des petits panneaux à aller mettre à l'extérieur. C'est vrai que le panneau avec le sens interdit, quelque part, c'est affiché clairement à toutes les personnes de l'étage. Attendez, là, je suis occupée de me masturber ou je suis occupée d'avoir une relation sexuelle avec la voisine de la chambre à côté. Et ça met tout le monde au courant. Les personnes n'ont pas nécessairement envie d'afficher à tout le monde « je suis occupée de faire l'amour » avec moi-même ou avec quelqu'un d'autre. Donc, c'est vraiment cette notion-là. Et dans le secteur handicap, on travaille de plus en plus par rapport à l'idée que la personne puisse fermer sa porte de l'intérieur. Et il y a toute une série de systèmes qui existent pour que, en cas, on est toujours avec la peur, hein, on est bien d'accord, mais s'il arrive quelque chose, il faut qu'on puisse rentrer. Oui, effectivement, mon idée n'est pas d'interdire ça, mais donc de voir quels sont les systèmes qu'on peut mettre en place pour que, si c'est nécessaire, on puisse rentrer. Alors, il y a des fois où c'est extraordinaire parce qu'il y a des personnes où on a beau déployer des trésors et des trésors d'inventivité, de patience, de tout ce qu'on veut, pour que la personne apprenne à dire oui, à dire non, à dire entrer. On a beau frapper à la porte, certaines personnes ne répondent pas et ne répondront peut-être jamais. Et donc, on entre et on est témoin de ce qu'on n'a pas envie de voir, comme vous le disiez. Et donc là, il y a vraiment un travail de fond. On peut ne pas avoir envie de le voir, et c'est le respect de notre propre intimité, ça. Mais il faut peut-être... on est plus à l'aise quand on sait que ça peut se passer et que c'est bien que ça se passe. On est moins à l'aise si on continue à penser que ça ne devrait pas se passer. Hein. Donc je pense aussi que la manière d'être soi-même par rapport à la question de la sexualité et d'être à l'aise avec l'idée que la sexualité, elle se vit dans nos institutions, va permettre alors d'être juste un témoin discret qui passe, qui a vu, c'est pas grave et on s'en va. Voilà, et je pense que ça, c'est aussi une compétence professionnelle. Mais une compétence professionnelle qui s'apprend. Spontanément, on ne l'a pas. Il y a un réel apprentissage autour de ces questions de comment, quand je suis témoin de l'intimité de l'autre ou de la sexualité de l'autre, ça vient me toucher dans ma propre intimité, dans mon propre vécu sexuel. Il y a vraiment quelque chose là qui est de l'ordre de l'apprentissage pour ne pas être juste envahi par ce qu'on a vu. Et allez, il est encore occupé, mais... Voilà, hein, cette dimension-là. Je vous vois sourire, madame, mais c'est quelque chose de cet ordre-là. Hein. Le personnel est souvent mal à l'aise et c'est normal. Et en même temps, c'est si, en tant que service, on a la culture de dire c'est normal que la sexualité continue à se vivre et qu'il n'y a pas de limite d'âge pour vivre une sexualité active. Il n'y a pas de limite d'âge. C'est notre philosophie dans la maison de repos chez nous, dans le centre d'hébergement où nous sommes bien conscients de ça et nous soutenons ça. Et qu'est-ce que nous mettons ensemble en place pour que d'une part les personnes puissent le vivre, mais pour que nous vivions au mieux notre malaise. Et là, je pense à vraiment des temps de parole qui sont indispensables pour les équipes pour pouvoir vivre plus librement le fait d'être témoin d'une sexualité qui se montre parfois d'une manière qui n'est pas adéquate. Hein. Et c'est vraiment par rapport à ça, on a besoin de temps, j'appelle ça des temps de jachère en équipe, des temps où on n'est pas occupé de produire quelque chose, mais où on peut juste se retrouver assis ensemble, à évoquer ce qu'on a vu, à évoquer ce dont on est témoin et qui nous a éventuellement dérangés. On ne cherche pas de solution, on ne cherche pas à empêcher monsieur ou madame de ceci ou de cela. On peut juste exprimer, et c'est légitime, d'avoir été mal à l'aise. Et si nous sommes plusieurs à pouvoir faire ça, mais ça fera que petit à petit, on est plus à l'aise. Et donc, il y a vraiment une question qui est là, c'est dépasser nos tabous dont Alain a parlé, pour qu'on entre dans une culture où vraiment la sexualité, c'est l'affaire de tous. Quel que soit l'âge, quelle que soit la situation de vie, nous y avons tous droit. C'est la loi, tout simplement, même si ça vient nous déranger en tant que soignants dans notre propre intimité. Mais donc, c'est en mettant ça au travail qu'on pourra avancer le mieux. Et le chemin est long, hein, je vous vois opiner, madame, c'est pas facile. Le respect, il est bien sûr, le respect doit se faire dans les deux sens.
c'est certain, mais ça nécessite un accompagnement de part et d'autre. Et là, vraiment, il y a un travail de longue haleine à mettre en place aussi parce que longtemps, ça a été interdit. Ici, vous voyez, dans le salon, il y a énormément de lits adaptés qui sont prévus. Mais j'aime bien, moi, la thématique du lit, et tu le sais, Alain, hein, la thématique du lit. Quand on est bébé, on dort d'abord dans le berceau, puis on va dans le lit à barreaux, et puis on est tout fier, 2-3 ans, on passe dans le grand lit. Pour un petit gosse de 2-3 ans, le grand lit, c'est bien. Hein, on a un lit qui fait 2 mètres de long, 90 cm de large. Quel confort, qu'est-ce que c'est gai. On voit nos ados de plus en plus souvent maintenant, 14, 15 ans, 16 ans maximum. « Papa, maman, ce petit lit, j'en ai marre, je voudrais un grand lit. » Ah tiens, le grand lit, quand on avait 2-3 ans, il est devenu petit. Et puis, on demande un grand lit et beaucoup d'ados passent encore chez leurs parents au lit d'1,40 m. Qu'est-ce qui se passe quand on est en situation de handicap? C'est que bien souvent, on n'accède pas au grand lit. Quand on s'installe quelque part, quand on change de chambre au sein d'une institution d'hébergement, on interroge souvent la personne sur ses choix et de quelle couleur tu as envie pour ton mur, qu'est-ce que tu as envie comme meuble, etc. Mais le lit, spontanément, ça reste un lit de 90 cm de large. C'est très rare qu'on propose aux personnes, tiens, tu as envie d'un petit lit ou d'un grand lit? Un lit 1 place ou un lit 2 places? Et quand on arrive en maison de repos, bien souvent, on revient, enfin dans la majeure partie des cas, on quitte son grand lit. Quand j'accompagne des personnes qui sont des personnes âgées en maison de repos, je les accompagne d'un point de vue psychothérapeutique, ils me racontent quelle blessure c'est pour eux d'avoir dû quitter la maison, oui, mais plus encore que la maison, le lit. Le lit pour revenir dans un lit, une personne avec encore la plus souvent des barreaux. Et donc symboliquement, ça veut dire je reste dans un lit d'enfant et je n'ai plus accès à la sexualité. Et donc, nous plaidons vraiment pour que, en maison de repos comme en maison d'hébergement pour les personnes en situation de handicap, il y ait l'accès possible au grand lit, qui soit un lieu de vie qui appartient aux personnes. Et ça va changer aussi l'approche des soignants, parce que quand j'entre dans une chambre où il y a un grand lit, je n'y entre pas de la même manière que quand j'entre dans une chambre où il y a un petit lit. Et donc, ça veut dire que déjà, je me prépare à être éventuellement, peut-être pas au bon moment, et donc, je suis plus prudent, je vais prendre le temps d'entrer, etc. Et donc, c'est vraiment intéressant de repenser la question du lit comme un symbole d'accès à la sexualité active, quel que soit l'âge, quelle que soit la situation de vie. Et donc, on vous propose un jeu de piste pour terminer la conférence, pour trouver où il y a dans ce salon un lit double médicalisé. Je ne sais pas s'il y en a. Voilà. Maintenant, ça ne veut pas dire non plus que ce n'est pas de nouveau une question de choix et qu'on peut très bien aussi choisir de vieillir dans des lits d'une personne parce que dormir à deux, quand on vieillit, parfois, c'est plus difficile. Mais la sexualité, ce n'est pas forcément dormir ensemble. La relation amoureuse et la relation sexuelle, ce n'est pas forcément vivre ensemble. Et là aussi, n'oublions pas de ne pas coller aux personnes en situation de handicap et aux personnes dépendantes notre vision de ce que devrait être un couple. Combien de fois j'entends pas que, ok, vous pouvez avoir une vie amoureuse, mais à condition de nous prouver que vous allez rester longtemps ensemble. Sinon, ça ne va pas. Est-ce que vous avez, vous, est-ce que nous avons, nous, les mêmes conditions pour vivre notre vie amoureuse? Est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui dans une société où le polyamour est possible, où l'échangisme est possible, où le plan d'un soir est possible, où plein de choses sont possibles? Et aux personnes dépendantes, aux personnes en situation de handicap, qui ont parfois beaucoup plus de difficultés à créer une relation avec la même personne de longue durée, qui intègre toutes les parties de notre vie. C'est pas simple quand même d'être fidèle à quelqu'un, d'être fidèle sexuellement, d'être fidèle amoureusement, d'être celui avec qui on va partager le quotidien, même quand il me dérange, d'être celui avec qui on va partager nos émotions, nos histoires. C'est pas facile et on voit beaucoup de couples qui ne tiennent pas longtemps. Et parfois, c'est ça qu'on impose d'abord aux personnes en situation de handicap, aux personnes vieillissantes, parce que c'est un modèle sécurisant.
En tant que professionnel, on va savoir se dire, bon, alors ça va, c'est pas compliqué, on va les laisser faire. Mais s'ils commencent à changer de partenaire tous les jours, on va encore savoir les accompagner là-dedans. On va arriver à tenir le groupe ensemble, on va arriver à ce qu'ils ne se frappent pas les uns les autres. Enfin, voilà. Et donc, il y a énormément de questions comme ça qui sont passionnantes à travailler, passionnantes à mettre en place. Et je vous prie de croire, et ça c'est vraiment le retour qu'on a sur l'accompagnement sexuel, le nombre de troubles du comportement qui disparaissent, le nombre de comportements abusifs qui disparaissent à partir du moment où on a donné une vraie réponse aux besoins de sexualité de la personne, eh bien ça vous simplifie la vie et le travail. Alors, nous voudrions terminer ici en disant simplement, au-delà du coronavirus, redonnons vie à la vie, parce que la sexualité, elle est au cœur de la vie pour tout être humain. Et donc, par-delà les conséquences du coronavirus, faisons en sorte que chacun, chaque femme, chaque homme, chaque enfant, chaque adulte, chaque aîné, soit reconnu comme une personne à part entière, être à la fois désirant et désiré. Osons ramener la vie là où elle a été chassée par la peur. Osons redonner sa force de vie à la sexualité, accueillie dans sa globalité, l'affectif, le relationnel et le sexuel. Osons créer, osons innover dans le lien à soi et dans le lien à l'autre. Osons vivre ensemble. Osons regarder nos peurs et les nommer. Osons croire en chaque personne accompagnée, en son désir qu'elle peut agir, en son besoin de vivre sans contrôle permanent. Osons croire en ses capacités qui nous dépassent, qui dépassent ce que nous pouvons imaginer par-delà nos préjugés. Osons dépasser nos résistances. Les personnes qui vivent avec un handicap, les personnes qui vivent une situation de grand âge nous confirment de plus en plus nettement qu'elles sont semblables à nous et que si elles ont à être protégées, c'est seulement à hauteur des risques réels qu'elles encourent. Alors oui, la vie reviendra et c'est avec vous que nous la ferons vivre. Merci. Je terminerai bien, moi, par un petit témoignage. Je pratique le massage et j'avais une cliente de 80 ans, déficiente intellectuelle, que j'allais masser tous les 15 jours. Et puis de mars à fin juin, plus moyen d'entrer dans les institutions et je l'ai laissé en plan. C'est quelqu'un qui souffrait énormément d'arthrose, qui avait mal partout et qui me disait « Oh, comme ça fait du bien ton massage, je me sens comme dans mon bain, ça me réchauffe, j'ai moins mal. Oh, tu viendras encore, hein, j'ai vraiment besoin que tu viennes. » Et j'ai eu la chance, juillet ou septembre, les portes se sont un peu rouvertes. Je me suis dit « Je vais aller toutes les semaines. » Voilà, j'allais tous les 15 jours. Non, je vais aller toutes les semaines, il y a trop longtemps que je ne l'ai plus vue. Et elle est décédée fin septembre et je me suis vraiment réjoui qu'elle avait pu retrouver ce lien corporel, ce lien au bien-être de son corps pendant les dernières semaines avant son décès. Voilà, je voulais remercier Anne et Alain pour cette brillante intervention ici d'une heure. Moi, je ne me suis pas présenté. En fait, je travaille à la VIC et j'y suis référent vie relationnelle, affective et sexuelle. Et donc, si vous allez sur le portail de la VIC, vous trouverez des informations sur la page Envie d'amour. Et je peux toujours répondre à vos questions par mail, par téléphone et faire des sensibilisations aussi chez vous si vous le souhaitez. Peut-être souligner à l'attention des directions qu'il y a le 12 octobre prochain à la VIC une journée entière de formation sur cette thématique. On a pu, grâce aux mesures sanitaires qui se relâchent un petit peu, accueillir plus de monde et donc il y a encore des possibilités pour les directions, les staffs de direction de venir participer à cette formation où toutes ces notions seront bien entendu approfondies. Il y aura également un juriste qui s'ajoutera au panel et une autre dame qui va aborder aussi plus le penchant double diagnostic et personnes en souffrance psychique. Voilà, c'était très chouette. Je vous remercie d'avoir fait le déplacement ici à Namur aujourd'hui et je vous souhaite à toutes et à tous un bon salon. Merci. Voilà. Et alors, il paraît, je ne l'ai pas encore trouvé, mais il paraît que pour votre bien-être, il y a un petit stand massage tenu par une maison pour personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Donc, si vous voulez aller profiter d'un petit bien-être sur le dos, n'hésitez pas à passer par là.